Cette vidéo a pour but d'aider les élèves de première STI 2D à réviser leurs cours. Imaginez un bureau dans un immeuble. À l'intérieur de ce bureau, on souhaite qu'il règne une température de 19 degrés, alors que dehors il fait beaucoup plus froid, il fait 2 degrés. On suppose que tous les bureaux autour sont à 19 degrés, ils sont chauffés. Si bien qu'en fait, il n'y a que la paroi en façade qui donne sur l'extérieur qui va laisser passer la chaleur, si bien que ce bureau va avoir des pertes thermiques par un seul mur, qui est représenté en vert ici. Ce flux thermique, on le note par la lettre grecque phi majuscule, ici c'est noté phi1. On peut dire que c'est un flux thermique qui traverse la paroi, on peut dire des déperditions thermiques ou des pertes thermiques, tout ça ce sont des synonymes. On note maintenant grand S la surface de ce mur et R la résistance thermique d'un mètre carré de ce mur. Pour calculer la valeur de phi1, c'est-à-dire la valeur des déperditions thermiques qui traversent le mur, on va utiliser la loi de Fourier. Cette loi nous dit que phi1, c'est égal à la surface du mur, en mètres carrés, multiplié par l'écart de température entre la température la plus chaude et la température la plus froide, divisé par la résistance thermique d'un mètre carré de ce mur. Maintenant, réfléchissons. Comme dans ce bureau, il y a une personne. Cette personne a des vêtements et la peau qui ont une certaine température. Donc cette personne se comporte comme un petit radiateur en fait et a un flux qu'elle rayonne en permanence dans la pièce. On va noter ce flux de rayonnement phi2. Cette personne, c'est donc un corps à la température TB. On note TB, la température des vêtements de la peau, température moyenne. Pour calculer la valeur de phi2, donc de ce flux rayonné par la personne, on va utiliser une autre loi qui s'appelle la loi de Stéphane. Et cette loi nous dit que phi2, c'est epsilon, l'émissivité du corps, un nombre sans dimension compris entre 0 et 1, fois la surface du corps, donc la surface de la personne, SB, fois une constante, 5,6710-8, fois la température du corps, puissance 4, ici TB. Attention, dans cette formule, il faut que la température TB soit exprimée en Kelvin. Si on prend sa calculatrice en laissant la température en degrés, la valeur de phi2 que vous allez obtenir est fausse. Donc faites bien attention. Donc, à travers la paroi verte, il sort dehors un flux phi1. Mais, en permanence, le petit bonhomme, lui, apporte phi2 dans la pièce. Et puis, comme sur le bureau, il y a aussi un petit PC portable, celui-ci apporte un autre flux, un flux phi3. Imaginez qu'à travers la paroi verte, le flux qui traverse cette paroi soit de 1000 watts. Que le bonhomme rayonne 150 watts. Et que l'ordinateur portable apporte 50 watts. Question. A-t-on besoin d'allumer le radiateur dans la pièce pour avoir 19 degrés? Réfléchissons. Il sort 1000 watts, mais on apporte 150 plus 50, 200. Oui, forcément, on est obligé d'allumer un radiateur qui va apporter 800. 800 plus 50 plus 150, ça fait 1000. On apporte tout ce qui va sortir. Et on arrive à maintenir l'équilibre en permanence, si bien qu'on arrive à maintenir 19 degrés dans le bureau, alors que dehors, il n'y a que 2 degrés. Pour calculer phi1, il y a deux cas. Soit dans l'exercice, on vous donne directement la valeur de la résistance thermique d'un mètre carré de mur. Par exemple, on vous dit R vaut 1,5 mètre carré degré par watt. Dans ce cas-là, on utilise la formule de Fourier avec cette valeur de R qui est donnée. Mais parfois, on vous donne simplement l'épaisseur du mur et on vous dit en quoi est fait ce mur, s'il y a plusieurs couches, une seule couche, et de quoi sont faites ces couches, de quel matériau.
Donc si on vous dit de quel matériau est fait ce mur, vous pouvez trouver dans un tableau ce que l'on appelle la conductivité thermique du matériau qui compose le mur. Et cette conductivité thermique est notée lambda. Dans ce cas-là, vous connaissez l'épaisseur du mur, la conductivité thermique du matériau qui compose le mur. Pour calculer la résistance thermique d'un mètre carré de mur, vous utilisez la formule R égale E divisé par lambda. Prenons un exemple. On vous dit que le mur fait 20 cm d'épaisseur. Attention, il faut transformer dans les unités du système international, c'est-à-dire en mètres. 20 cm, ça fait 0,2 mètres. On vous dit que le mur est en bois, vous cherchez dans un tableau, et la conductivité thermique du bois, c'est 0,12. Vous prenez votre calculatrice et vous faites 0,2 divisé par 0,12. Vous allez trouver 1,7. Vous dites, la résistance thermique d'un mètre carré de ce mur vaut 1,7. Et c'est ce 1,7 que vous injectez dans la formule pour trouver le flux Φ1 grâce à la loi de Fourier. Faites bien attention, si la paroi qui compose votre mur est composée de différents matériaux qui sont empilés les uns sur les autres, par exemple un mur qui est composé de béton et qu'on a recouvert de bois. Si on vous demande de calculer la résistance thermique d'un mètre carré de ce mur, il faut dans un premier temps calculer la résistance thermique qu'apportera le béton en faisant E béton, c'est-à-dire l'épaisseur du béton, divisé par la conductivité thermique du béton. Faites cette opération-là avec votre calculatrice. Le résultat que vous obtenez, vous le gardez en mémoire et vous faites plus la résistance thermique apportée par l'épaisseur de bois. E bois divisé par lambda bois. Ne faites pas épaisseur de béton plus épaisseur de bois divisé par lambda béton plus lambda bois. Ce serait faux. Faites bien l'épaisseur de béton divisé par le lambda du béton plus épaisseur de bois divisé par lambda bois. Ça, c'est pour trouver la résistance thermique d'un mètre carré d'un mur qui est composé de différentes couches de matériaux différents. Certains matériaux, comme la laine de verre, laissent très mal passer le flux thermique. C'est bien pour ça qu'on les met dans le grenier et dans les murs d'une maison. Maintenant, pour quelle raison la laine de verre est-elle un très très bon isolant thermique? C'est tout simplement parce qu'elle est composée de plein de petites bulles d'air. Donc, vous pouvez retenir que tous les matériaux qui ont plein de petites bulles d'air, où l'air finalement est emprisonné dans des petits espaces où elle ne peut pas bouger, ces matériaux-là vont très mal laisser passer la chaleur. C'est le cas par exemple du polystyrène. Autre notion pour terminer, imaginez que vous ayez 250 g d'eau liquide à 20 degrés dans un verre. Bon, on ne va pas tenir compte du fait qu'il y ait un verre autour pour nos calculs. On a donc 250 g d'eau liquide à 20 degrés et on veut porter l'eau dans le verre à 55 degrés. Question. Quelle énergie en joules il faut fournir à l'eau pour réaliser cette opération? Premier réflexe, cherchez dans une table la valeur de ce que l'on appelle la capacité thermique massique de l'eau liquide. On trouve facilement que cette capacité thermique vaut 4180 joules par degré kilogramme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour élever de 1 degré Celsius 1 kg d'eau, il faut fournir 4180 joules à cette eau. Et après, pour calculer la quantité de chaleur, nous, à fournir à nos 250 g d'eau pour qu'ils passent de 20 degrés à 55 degrés, on utilise la formule célèbre Q, la quantité de chaleur en joules, égale la masse de l'eau en kilogrammes, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois l'écart de température entre la température finale et la température initiale. Ici, 250 g d'eau, ça fait 0,25 kg. C de l'eau, 4180. T final, 55 degrés. T initial, 20. On réalise cette opération avec la calculatrice et on trouve
36 575 joules. Il faut donc fournir 36 575 joules à 250 g d'eau à 20 degrés pour que cette eau atteigne la température de 55 degrés. Si cette vidéo vous a permis de mieux réviser pour le devoir, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.